Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Je connais pas mal de personnes en fait, ça me fait très plaisir d'être là pour vous présenter en fait ma nouvelle aventure, Energy Observer. Enfin, c'est pas une nouvelle aventure parce que j'ai commencé à travailler en 2013 sur ce projet et donc vous connaissez très certainement ce navire laboratoire, mais derrière il y a eu voilà beaucoup de choses, beaucoup de développement. À l'origine, ce projet, il vient de mon parcours professionnel. Donc, j'ai été officier de marine marchande, officier machine, officier pont, donc polyvalence, donc ce qui me permettait d'avoir voilà, une connaissance générale des navires. Et puis, ça m'a permis aussi de voir à quel point voilà, ces machines quand même sont extrêmement polluantes. Il faut savoir que sur des gros navires de croisière, on navigue au diesel oil, donc au diesel lorsqu'on est à moins de 12 000 des côtes, et dès lors qu'on part au large, on démarre les grosses machines, enfin on passe à un autre combustible et on navigue au fuel. Et là, en termes voilà, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près la même chose, mais c'est surtout en termes d'émissions de particules fines, c'est juste n'importe quoi. Donc voilà, c'est même indécent. Beaucoup d'efforts hein, faits quand même sur les nouveaux navires, notamment avec l'Organisation maritime internationale. Il y a des objectifs sur les gaz à effet de serre, mais sur les particules fines. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais l'enjeu, en gros, c'est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre pour tous les navires de commerce à l'échelle mondiale. Il y a 90 000 navires de commerce dans le monde. Et actuellement, la seule technologie, en fait, enfin, il n'y a aucune technologie pour l'instant qui permet en fait de réduire de 50% ces émissions de gaz à effet de serre. Sur les émissions de particules fines, on s'en sort avec le gaz naturel. On voit souvent des buses au gaz naturel. Donc là, on réduit de 90 à 99%, je crois, les émissions de particules fines, donc néfastes pour la santé, et pas que, aussi pour l'acidification des océans, qui pose aussi un vrai problème. Mais émissions de gaz à effet de serre, c'est pas possible avec le GNL. Donc voilà, il y a une autre possibilité et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé aux technologies hydrogène qui constituent les briques technologiques du navire. Et en 2013, il m'est arrivé une petite aventure délicate. C'est juste une petite panne énergétique de rien du tout. Mais j'étais en deuxième position et ce genre de bateau, en fait, on navigue avec le vent, mais on a besoin de beaucoup d'énergie, enfin un petit peu d'énergie pour piloter notre centrale de navigation, pour notre pilote automatique, pour capter de la donnée. J'ai trouvé que nos navires n'étaient pas assez intelligents. En fait, on faisait confiance à une seule source d'énergie, et donc je me suis intéressé en fait au mix énergétique. Ça, c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'était à la maison. En fait, j'étais toujours absent, j'étais jamais là. J'avais un petit garçon de quelques années, là, de 3-4 ans, en fait, avec qui je passais pas beaucoup de temps. Et je partais tout le temps. J'étais passionné par la compétition, la compète. Voilà, j'étais absent. Bah, je suis toujours absent maintenant. Donc voilà, je sais pas. Entre ces deux expériences, je me suis intéressé à autre chose. Je me suis détourné un petit peu de la compétition. Je me suis plus intéressé, on va dire, à l'intérêt général de par cette expérience technologique. On est parti de ce navire laboratoire. Et donc on a créé Energy Observer. Ce projet est né à Saint-Malo, hein, je le rappelle. On a créé derrière Energy Observer Foundation, qu'on est en train de transformer. C'est un fonds de dotation qu'on est en train de transformer en fondation reconnue d'utilité publique. Pardon. Ensuite, on a créé Energy Observer Production. En fait, on voulait raconter une aventure à travers cette démonstration technologique et notre odyssée autour du monde qui dure 7 ans. Donc, en fait, on a beaucoup collaboré avec Canal+, et on a dû créer cette société. Et en fait, après avoir navigué pendant quelques années autour de l'Europe, on s'est rendu compte qu'il y avait encore très peu de projets pour accélérer notamment la transition énergétique maritime. On a été poussé, vraiment poussé par nos partenaires, par nos sponsors.
et puis par nos actionnaires, parce que j'ai dû faire entrer du monde dans notre écosystème, dans notre entreprise, pour pouvoir investir dans la recherche et développement pour créer ce navire. Donc on a créé EODEV en 2019, Energy Observer Développement, qui est une filiale d'Energy Observer que je vais vous présenter tout de suite. Donc à l'origine, ce navire laboratoire, c'est un bateau qu'on a reconditionné qui fait 30 mètres de long. Ce bateau est constitué en fait d'un mix énergétique, il fait de l'autoconsommation, il y a des batteries, il y a de l'hydrogène que l'on produit à partir de l'eau de mer. Et en fait, il représente un espèce de cercle vertueux de l'énergie qui préfigure les réseaux énergétiques de demain. En intégrant donc cette chaîne hydrogène, qui est un vecteur énergétique extrêmement intéressant, qui pourrait beaucoup nous aider pour limiter le réchauffement climatique. Pareil, je vais vous présenter cela plus précisément tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une énergie primaire, c'est une énergie secondaire. Il y a 75% de la masse de l'univers, c'est l'hydrogène. 92% des molécules, c'est l'hydrogène. Mais voilà, il faut le produire. Et pour cela, il y a un excellent allié, ce sont les énergies renouvelables. Et donc, l'hydrogène a l'avantage de pouvoir se stocker sans perdre d'énergie, comme les batteries par exemple, et se stocker en très grande quantité. Et c'est un espèce de couteau suisse pour s'allier aux énergies renouvelables. Il est plein d'énergie. Il y a, je crois, à peu près 4 fois plus d'énergie dans 1 kg d'hydrogène que dans 1 kg de charbon. Par contre, il est extrêmement léger. L'hydrogène, c'est 70 fois plus léger que l'air. Donc il faut le comprimer à très très haute pression quand on l'utilise sous forme de gaz. Mais il y a d'autres solutions. On peut aussi faire de l'hydrogène liquide cryogénique à moins 273 degrés. C'est l'objet en fait d'un futur développement sur lequel on souhaite travailler sur un prochain projet, en l'occurrence Energy Observer 2. On est sur la dernière étape de décarbonation, hein, après le charbon, la houille, donc le pétrole, le diesel, essence, kérosène, puis le GNL. Voilà, il n'y a plus d'atomes de carbone dans la molécule. Donc, ce qui fait que c'est un gaz qui devient très intéressant pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour les particules fines. Donc, on garde une propulsion électrique pour la mobilité, mais aidé par ce vecteur énergétique hydrogène. Et donc, comment il fonctionne? En fait, lorsqu'on est en escale ou au mouillage, en fait, on recharge nos batteries essentiellement avec nos panneaux solaires. Lorsque les batteries sont pleines, en fait, on valorise l'excédent d'énergie en hydrogène grâce à une chaîne de production d'électrolyse de l'eau de mer. Je vais vous la présenter par la suite. Et donc, en navigation, le jeu, c'est d'équilibrer notre production d'énergie avec nos consommations énergétiques. Et en fait, dès qu'on est en déficience énergétique, quand il n'y a plus de vent, quand il n'y a plus de soleil, quand il fait nuit, en fait, on restitue cette énergie hydrogène à travers notre pile à combustible en électricité et en chaleur. Ce qui était intéressant à travers cette démonstration technologique, c'est que ça pourrait représenter, j'en suis même sûr, les réseaux énergétiques de demain à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville, d'une région et pourquoi pas d'un pays. Je vais vous présenter les différentes briques technologiques. En premier lieu, les panneaux photovoltaïques qui contribuent vraiment de façon importante à notre mix énergétique. Donc on a 200 mètres carrés de panneaux solaires avec des technologies différentes. On en a 3 et bientôt 4. Donc la première qui est intéressante, c'est la technologie de panneaux bifaciaux. Donc en fait, il y a 2 couches et la couche inférieure en fait, permet de produire à peu près 30% d'énergie en plus grâce au rayonnement du soleil qui réfléchit sur la mer et sur le pont du navire. Également sur le navire des panneaux antidérapants, des panneaux conformables qui s'adaptent à la forme du navire. Et ce qu'on essaye de faire, c'est tester des cellules photovoltaïques souples prochainement pour intégrer en fait les membranes
de nos ailes de propulsion qui ont été redoutables, des petites sœurs, on va dire, des ailes de la Coupe de l'América. On sort vraiment de la voile traditionnelle. On est sur une technologie beaucoup plus efficace. On a à peu près 2 fois plus de rendement sur ces ailes. On se rapproche plus de l'aéronautique. On a un système qui nous permet, en fait, qui est entièrement automatisé, et donc des ailes qui peuvent tourner à 360 degrés. Donc on n'a plus de haubans, on n'a plus d'étais, on ne peut plus faire d'erreur de manœuvre, on ne peut plus empanner comme ça d'un coup en se prenant la baume potentiellement sur la figure. C'est complètement harisable, affalable, et puis un asservissement en fait, nous permettant en fait, de piloter les formes des ailes au poste de pilotage. Cette technologie intéresse les grands armateurs parce qu'elles peuvent permettre en fait, de cumuler en fait, avec d'autres systèmes, d'autres technologies comme le GNL, comme je vous l'ai dit tout de suite. En fait, c'est de réduire considérablement leurs dépenses énergétiques. Sur les gros navires de commerce, on parle de 15, d'après les études, on parle de 15 à 45% de dépenses énergétiques en moins. Donc l'hydrolien, l'éolien, le solaire, symbole d'une mixité énergétique. On ne peut pas tout faire, il y a encore d'autres énergies renouvelables, mais c'est déjà beaucoup pour ce genre de navire. L'autoconsommation est gérée et stockée à travers ce stockage batterie. Maintenant, on n'a que 16 batteries à bord avec une technologie lithium-ion. Donc avec du lithium, avec du cobalt, donc on connaît toutes les problématiques à grande échelle des extractions minières dans certains pays, les catastrophes que cela peut engendrer au niveau environnemental, social, etc. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, notamment sur la deuxième partie de l'Odyssée, toutes ces émissions indirectes que l'on ne voit pas. Là, ce sont nos réservoirs qui sont stockés sur le pont. Alors, sur le pont pour éviter les problèmes de confinement potentiel. C'est un mot particulier, ça. Confinement d'hydrogène avec un système de ventilation naturelle et de ventilation forcée. Donc on a des capteurs, s'il y a la moindre présence d'hydrogène, on a cette ventilation forcée. Et vu que le gaz hydrogène est 70 fois plus léger que l'air, on évite tous les problèmes. Ça, c'est notre petit poste de pilotage. C'est vraiment, là, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le navire, le bureau. Je peux vous dire que quand on a la chance de naviguer sur ce genre de bateau qui ne met pas de gaz à effet de serre, pas de particules fines, donc c'est une sensation quand même qui est extrêmement intéressante sur ce genre de navire, et puis qui ne fait pas de bruit, quoi. Ça change tout, quoi. Enfin, c'est un peu comme les voitures électriques, mais c'est un vrai bonheur. L'Odyssée, elle a commencé de Saint-Malo en 2017, le 14 avril, donc hier, il y a 4 ans. Et on a fait plus de 63 escales depuis, on a visité 28 pays, on a fait plus qu'un tour du monde, hein. En termes de distance, on a fait 30 000 milles nautiques. Et on a eu plus de 300 000 visiteurs à visiter notre village qui nous suit partout dans le monde. Ça a été un vecteur puissant en termes d'opérations de relations publiques. On a vraiment apporté notre pierre à l'édifice avec ce plan hydrogène européen, et c'est quand même une fierté parce qu'avec notre petite énergie, on a réussi à faire quelque chose d'important. Ça, c'est notre village. Vous l'avez peut-être vu à la dernière Route du Rhum en 2018. Alors, c'est la vieille version, et on a fait une nouvelle expo de 450 mètres carrés, entièrement digitalisée, complètement Covid compliant, sur la transition énergétique et écologique, en montrant ces technologies hydrogène. On va l'inaugurer du 19 au 30 mai, place Jean Cueff, sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel. Ce village, on espère qu'il sera présent au sein du dispositif de la Route du Rhum en octobre 2022. Notre fondation, donc 3 axes de développement. Le premier sur la promotion des ODD, des objectifs de développement durable. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Le deuxième, donc autour de la transition énergétique maritime. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer les expertises pour répondre aux enjeux de l'Organisation maritime internationale. Donc Energy Observer, ce navire laboratoire, il est l'image de la plaisance. Le prochain navire qu'on veut développer sera plus l'image des navires de commerce, du transport maritime. Il sera beaucoup plus gros. Et on ne produira pas d'hydrogène à bord, mais on essaiera de faire une performance mondiale à une vitesse moyenne beaucoup plus élevée, avec beaucoup d'hydrogène, a priori liquide, cryogénique, à bord, et avec une collaboration avec les grands industriels tels qu'Airbus, Alstom,
etc. Donc un projet sur lequel je vais mettre toute mon énergie parce que je ne veux pas m'arrêter là. Je vais vous présenter maintenant une nouvelle aventure que je ne pensais pas forcément faire. Donc c'est EODev, qui est une filiale d'Energy Observer. On a développé des connaissances, du savoir-faire, de la propriété intellectuelle, et donc voilà, nos partenaires nous ont demandé de la valoriser. On a plusieurs départements. On en a un premier avec différents consultants spécialisés dans la conception de solutions sur mesure de mix énergétique. On a quelques ingénieurs de l'EPFL de Lausanne qui ont développé un logiciel absolument brillantissime permettant de voir quel mix énergétique vous pouvez intégrer, quel est le modèle économique le meilleur, si on peut faire de l'écologique, du réseau, du semi-réseau écologique, etc. Ensuite, on a développé des générateurs. Je vais vous présenter le générateur qui est le produit phare en fait, de ODEV. Des systèmes de générateurs embarqués. On travaille aussi sur des projets de stations mobiles et sur une application d'hydrogène. Donc ça, c'est le GEH2. C'est pas un petit produit. Hein. Il fait 2 mètres de long sur 2 mètres de hauteur à peu près. Il y a 100 kVA de puissance, ça c'est à peu près 80 kW. Il fait pratiquement pas de bruit. Hein. Je crois qu'ils ont réussi à descendre maintenant à 30 décibels, donc c'est presque rien. Il rejette que de la vapeur d'eau et il fait en gros de l'électricité et de la chaleur à partir d'hydrogène. Et donc ces systèmes permettent de faire du prime power et du backup power. Alors du backup power dans des data centers, pour stabiliser, enfin en cas de coupure de réseau en fait pour les hôpitaux, pour assurer la génération d'électricité sur des sites isolés, sur des zones protégées, des chantiers, l'événementiel, concerts, spectacles, etc. Axe H2, on a développé pour une start-up de Marseille qui faisait en fait les liaisons entre Marseille et les calanques de Marseille. Les calanques de Marseille, maintenant, c'est interdit pour tous les navires diesel. Et donc, tout le monde a dit navire électrique, sauf qu'avec des navires électriques, ils n'ont pas la possibilité de partir du port de Marseille, d'emmener leurs clients, de faire leur journée et de revenir. Donc, du coup, on a développé ce navire hydrogène. Et puis, je voulais vous parler d'un projet que j'avais présenté en salle de conseil municipal à Saint-Malo, parce que je trouvais intéressant en fait de passer de cette vision de ce laboratoire flottant à un écosystème terrestre qui puisse être l'image de ce qu'on a développé à bord du navire. Et donc, toujours avec l'hydrogène, il faut savoir que l'hydrogène, donc c'est à l'horizon 2050, c'est une technologie qui nous permettrait, enfin c'est un vecteur énergétique qui nous permettrait d'émettre 20% de gaz à effet de serre en moins. C'est des prévisions de chiffre d'affaires de plus de 2500 milliards à l'horizon 2050 et c'est plus de 30 millions d'emplois créés. Donc ça c'est des études de McKinsey sur lesquelles tout le monde se réfère actuellement. Là c'est une cartographie des projets hydrogène dans la région Bretagne. Donc on voit que c'est en train de se développer partout. De façon très concrète. Et donc nous, on s'intéressait bien évidemment à la région Bretagne parce qu'il y a un potentiel avec les énergies marines renouvelables important, parce qu'on a beaucoup de littoral et parce qu'en fait, on est très dépendant énergétiquement. Hein. Donc on a 85% d'importation par exemple en 2017. Et donc ça nous paraît intéressant de promouvoir ces technologies pour essayer d'augmenter notre indépendance énergétique. Et pourquoi Saint-Malo? Parce que c'est notre port d'attache et parce qu'on a le plus grand marnage d'Europe. Donc on a quelque chose d'intéressant à faire, notamment à la gare maritime de la Bourse, qui est un peu un nœud intermodal autour du port. Donc on a créé en 3D un projet permettant en fait de produire de l'hydrogène à partir des ENR, et notamment avec l'électricité du barrage de Harance associé à de l'éolien, du photovoltaïque, avec un électrolyseur. Et voilà, un peu le système du navire en fait, mais en beaucoup plus gros. Donc l'idée étant aussi en fait, l'ADEME et le gouvernement demandent on crée en fait ce plan hydrogène pour
développer ces écosystèmes, pour tester ces technologies, pour développer, pour permettre aussi aux industriels de se développer. Et donc, potentiel de récupérer des subventions importantes pour la production d'hydrogène, pour le stockage, la distribution, mais aussi pour tous les utilisateurs. Donc, en fait, pour combler le coût entre une technologie avec une technologie thermique avec une technologie hydrogène. Donc, vous avez des berlines hydrogène, vous avez des bus à hydrogène, vous avez des camions à hydrogène qui sont en train d'être produits un peu partout dans le monde. Vous avez des véhicules utilitaires, des chariots élévateurs, des camions spéciaux, camions bennes. Et donc, dans le maritime, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de projets 3D, mais beaucoup de projets qui vont émerger prochainement. Alors là, c'est vraiment l'image de la grande plaisance. Voilà, c'est un sujet délicat pour moi, parce que quand je vois l'impact que ça a, que ce genre de bateaux ont pour se faire plaisir, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie vraiment de me concentrer et de travailler. Ça sera l'objet de Energy Observer 2. En fait, l'ambition, c'est de créer un nouveau mix énergétique de rupture servant au transport maritime, mais on analyserait en fait tout ce qu'on consomme, en fait, toutes les émissions indirectes pour produire le bateau, et essayer de neutraliser ce qu'on a émis en termes d'émissions carbone, de gaz à effet de serre. Voilà toute l'aventure d'Energy Observer.